Bien le bonjour jeunes gens, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo qui est sur un thème qui est assez connu, l'homme au masque de fer, une œuvre très connue qui a été écrite par Alexandre Dumas, qui a été jouée aussi par Leonardo DiCaprio, donc voilà, mais je pense que c'est tout de même bien de raconter cette histoire dans une de mes vidéos, ça reste une histoire très intéressante. Imaginez un homme dont personne ne connaît le nom, un prisonnier tellement important que son identité devait disparaître. Un homme qui aurait traversé la France de forteresse en forteresse, toujours escorté par le même geôlier. Un homme dont le visage était caché sous un masque. Pas un masque symbolique, pas un masque de carnaval, mais un masque de fer. Et derrière ce masque peut-être un secret qui pourrait renverser la dynastie des Bourbons. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans le plus grand mystère du règne de Louis XIV, l'homme au masque de fer. Et vous allez voir, la vérité est peut-être encore plus étrange que la légende. Tout commence dans les années 1680. À cette époque, la France bruisse de rumeurs. Une gazette italienne, publiée en 1687, parle d'un prisonnier transféré dans un fort en Méditerranée. Un homme mystérieux, escorté par un geôlier redouté, Bénigne de Saint-Mars. Mais il y a un détail qui va enflammer l'imagination de toute l'Europe. On raconte que cet homme porte un masque. Plus le temps passe, plus le masque devient lourd, sombre et métallique. Cette rumeur, elle va s'étendre comme une traînée de poudre, car ce prisonnier a quelque chose d'unique. Il est traité comme quelqu'un d'extrêmement important, mais son identité doit rester secrète. Et ce n'est que le début, car l'homme masqué ne voyage jamais seul. À chaque étape, un nom revient. Saint-Mars, un ancien mousquetaire devenu gouverneur de plusieurs forteresses. Où qu'il aille, un prisonnier l'accompagne. Pignerol, exil, l'île Sainte-Marguerite. Et enfin, en 1698, la Bastille, au cœur de Paris. Partout, les soldats racontent la même chose. Ce prisonnier ne parle presque jamais. Il ne voit personne. Il mange seul et son nom n'est jamais prononcé. Le 19 novembre 1703, au cimetière de Saint-Paul, un homme est enterré à la hâte. Son nom, inscrit au registre, Marchiali. Un nom inconnu, sans origine, peut-être même inventé. Ses vêtements et objets personnels ont été brûlés. Sa cellule a été raclée, lessivée, repeinte à la chaux, effacée, comme si on ne voulait qu'aucune trace ne survive. Un prisonnier dont on efface les traces après la mort, c'est déjà très étrange. Mais le plus troublant, c'est qu'on dirait presque qu'il n'a jamais vécu. Alors, qui était cet homme? Et surtout, pourquoi le roi Soleil aurait-il voulu le faire disparaître? Et pour le comprendre, il va falloir observer le roi lui-même. Louis XIV n'est clairement pas un roi comme les autres. Pour ses partisans, c'est l'apogée de la monarchie française. Versailles, la modernisation de l'État, et ainsi que les guerres victorieuses. Mais derrière cette image éclatante, se cache quelque chose d'essentiel. Louis XIV est un roi obsédé par le secret. Sa diplomatie, ses finances, sa famille, tout doit être contrôlé. Alors imaginez, si un secret pouvait menacer son pouvoir, il aurait littéralement tout fait pour l'en empêcher. Et c'est exactement ce que ses ennemis vont lui reprocher. Pendant la guerre de la Ligue d'Augsbourg, les Hollandais affrontent Louis XIV. Et très vite, la rumeur devient une arme. Des pamphlets affirment que le prisonnier masqué est le vrai père de Louis XIV, un supposé amant de la reine mère Anne d'Autriche. Si cela est vrai, Louis XIV n'a donc pas le sang des Bourbons. Il n'est donc plus légitime. C'est du génie politique, faire passer Louis XIV pour un imposteur. Mais les rumeurs, elles, ne viennent pas seulement de l'étranger. En France aussi, on soupçonne la famille royale. Le premier suspect, c'est Louis de Bourbon, le comte de Vermandois, un fils illégitime de Louis XIV qui a été banni après que l'on ait découvert son homosexualité. Officiellement, il est mort jeune, lors d'une campagne militaire. Mais certains affirment que Louis XIV, honteux, l'aurait fait enfermer afin d'éviter un scandale. Deuxième suspect, François de Bourbon, duc de Beaufort, héros populaire, chef frondeur et ennemi du pouvoir. Officiellement tué lors du siège de Candie en 1669. Mais des colporteurs affirment l'avoir vu capturé vivant. Alors, disparu ou supprimé. Mais ces rumeurs-là vont vite paraître sages, comparées à ce que va raconter Voltaire. En 1717, Voltaire est emprisonné à la Bastille. Là, il entend les vieux prisonniers raconter l'histoire d'un homme masqué, silencieux, mais qui serait traité avec une étrange distinction. Et dans ses écrits, Voltaire frappe fort. Le masque est en fer, articulé avec des ressorts afin que le prisonnier puisse manger sans avoir à l'enlever. Il décrit un homme jeune, distingué, jouant de la guitare. Il affirme qu'il s'agit d'un frère de Louis XIV. C'est spectaculaire, c'est dramatique et c'est parfait pour le public. Et pour un écrivain, c'est un trésor, surtout pour Alexandre Dumas. Dans le Vicomte de Bragelonne,
dernier volet de la saga des Mousquetaires, Alexandre Dumas reprend les écrits de Voltaire et les magnifie. Pour lui, l'homme au masque de fer est Philippe, le frère jumeau de Louis XIV, un frère né le premier, donc le véritable héritier, un frère qui menace le trône, qu'on enferme afin de préserver le règne du roi Soleil. Le roman est un triomphe. Hollywood s'en empare. Leonardo DiCaprio, dans les années 90, immortalise cette version la plus populaire. Mais qu'en disent les historiens? Et si la vérité était tout autre? Premier suspect sérieux, Nicolas Fouquet, le surintendant des finances est l'homme le plus riche de France. Trop riche peut-être, trop flamboyant. Il tombe en disgrâce après avoir humilié Louis XIV lors de la fameuse fête de Vaux-le-Vicomte. Sa chute est brutale. Arrestation, procès interminable, détention à Pignerol, sous la garde de Saint-Mars. Mais il y a un problème de taille. Fouquet meurt en 1680. Presque 20 ans avant le transfert de l'homme masqué à la Bastille. Mais un autre candidat colle beaucoup mieux. Eustache de G. Un simple valet. Un nom banal. Presque trop banal. Mais un homme arrêté en 1669 pour un motif inconnu, c'est étrange. Les ordres étaient clairs. Qu'il soit bien gardé. Qu'il ne parle à personne. On lui ôtera la vie s'il prononce un seul mot sur quoi que ce soit. Ses lettres sont censurées. Sa nourriture est contrôlée. Et surtout, il est transféré exactement de la même manière que l'homme au masque de fer. Et toujours avec Saint-Mars. Toujours isolé, toujours caché. Mais alors pourquoi un simple valet aurait-il été réduit au silence absolu? Peut-être parce qu'il avait vu quelque chose ou entendu quelque chose qu'il n'aurait jamais dû savoir. Alors est-ce que le masque était-il réellement de fer? Probablement pas. Les archives montrent qu'il s'agissait plutôt d'un masque en velours noir, porté uniquement lors des transferts afin de préserver l'anonymat. Pas romantique, pas hollywoodien, mais terriblement efficace. Et si le masque de fer n'était qu'un symbole, le symbole d'un homme dont le nom devait disparaître, mais qui la légende, elle, a traversé les siècles. Alors, qui était l'homme au masque de fer? Un prince déchu? Un frère caché? Un ministre avec trop d'argent? Ou simplement un homme conduit au silence car il avait entendu ou vu ce qu'il ne fallait pas voir? Peut-être qu'on ne connaîtra jamais la vérité, mais c'est sûrement pour cette raison que cette légende fascine encore aujourd'hui. À présent, dites-moi en commentaire, pour vous, quelle est l'histoire la plus crédible? Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est une histoire très connue, il y a littéralement des films, il y a des livres dessus, donc je pense que la plupart des personnes connaissent cette histoire. Pour ceux... j'ai roté. Pour ceux qui découvrent l'histoire avec moi, eh bien, tant mieux, j'espère qu'elle vous aura plu. Et ceux qui la connaissaient déjà, j'espère pour vous que je l'ai assez bien raconté. Je vous invite à le dire en commentaire. Et sur ce, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine.